Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Cameroun. Le dossier du jour s'intéressera à la filière cacao. Et au sommaire également de cette émission, malgré l'accord de paix signé ce vendredi 15 mai à Bamako, capitale malienne, les combats entre groupes armés continuent dans le nord du pays. Retour également sur la condamnation à mort par une cour égyptienne de l'ancien président Mohamed Morsi. En troisième partie, nous ferons le point sur le bilan économique de l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan. Et puis nous évoquerons l'entrée de l'assurance islamique au Maroc. Et ils sont avec nous pour en parler. Notre invité est consultant bancaire Maïs Mouissi. Maïs, bienvenue. Bonjour Amira. Et nos éditorialistes, Joël Monlouis. Joël, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La signature de l'accord de paix ce vendredi 15 mai à Bamako, capitale malienne, sans la présence de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad n'a pas encore permis de réconcilier les Maliens. Preuve en est, ce dimanche, les groupes armés ont bataillé à Ménaka. On fait le point tout de suite avec ce sujet d'Arwa Barkala. Des coups de feu ont encore été entendus ce dimanche 17 mai à Ménaka. Dans le nord du Mali, malgré la signature d'un accord de paix vendredi, le groupe armé pro-gouvernemental, le Gassia, persiste à vouloir défendre la ville, tandis que l'Azawad insiste pour en reprendre le contrôle. Ils ne sont pas d'accord parce que la preuve avec le lendemain de la signature, donc la partie de la CEMA qui a signé, celui qui a signé au nom de la CEMA, Mohamed Ag, il a été démis de ses fonctions. Donc, ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc, ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamed et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Tour à tour, les groupes armés de l'Azawad et le Gassia revendiquent le contrôle de la ville et sèment de concert la confusion, faisant sur leur champ de bataille plusieurs victimes. De son côté, l'ONU accuse le Gassia d'avoir violé le cessez-le-feu. La situation au nord du Mali reste incertaine en dépit de la signature de l'accord de paix. Donc, ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Bamako. Donc, ils sont deux à signer au nom de la CEMA. Il y a Mohamed et puis il y a Younoussa Touré, le professeur Younoussa Touré. Ils sont les deux à signer. Mais dès le lendemain de la signature, l'autre a été dédonné. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et le MLA, l'autre partie du MLA qui a paraphé l'accord à Alger, mais qui n'est pas venu à Bamako, donc n'est pas pour l'instant dans la logique de signer. Parce que c'est eux qui sont à la base de l'attaque de Ménaka. Dans le cadre du cessez-le-feu, à Bamako, on refuse l'envoi de nouvelles troupes pour soutenir le Gassia. Pour l'heure, dans la ville de Ménaka et en périphérie, les communications sont coupées et la population est le véritable laissé-pour-compte de cette confusion. Daouda, on parle là de Ménaka, mais il y a eu également des combats près de Tombouctou. Au vu de la situation, on a du mal à comprendre l'accord de paix qui a été signé ce vendredi 15 mai à Bamako. Oui, on a du mal à comprendre effectivement que la situation ne soit pas stable à Mera, malgré la signature quand même de cet accord de paix. Et tant mieux qu'elle ait été signée, même si elle n'a pas fait l'unanimité au sein des groupes armés. Donc c'est justement ça qui explique cette situation d'instabilité, parce que tous les groupes armés n'ont pas souhaité se rallier à l'accord de paix d'Alger. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné faire des choix vis-à-vis de ces groupes. Soit on dit ceux qui ont signé veulent la paix. Donc dans ce cas-là, on construit la paix avec eux. Maintenant, ceux qui n'acceptent pas de signer, peut-être qu'ils ont des revendications légitimes. Mais qu'est-ce qu'on en fait donc de la CMA, puisque c'est la CMA qui a refusé de signer le texte? Oui, ce qu'on en fait, pour moi, le gros problème dans le Nord Mali, c'est le désarmement. Si on désarme, déjà, on aura atteint la moitié du chemin dans la construction de la paix, en fait. Parce que ça permet d'ailleurs de revenir un petit peu en arrière, parce que quand l'armée française est intervenue pour chasser justement les islamistes qui étaient venus de Libye, on aurait pu en profiter pour désarmer tout le monde finalement, ce qui n'a pas été fait. On a dit, bon, à l'époque, il y a des groupes, certes armés, MNLA, etc., mais puisque eux, ils habitent là, on va essayer de les laisser dans leur territoire
pour faire une médiation entre le gouvernement central de Bamako et ces groupes. À mon avis, là, c'était aussi quelque part une petite erreur parce que, à mon avis, malien ou pas, il faut désarmer parce que la seule entité qui peut détenir des armes légitimement, c'est l'armée régulière. Alors, Maïs, comme vient très bien de le souligner Daouda, on espère que cet accord de paix va mener à quelque chose, mais encore aujourd'hui, on ne comprend pas son utilité et on ne comprend même pas sa valeur, puisque les principaux groupes armés qui font partie de la CMA ont refusé de le signer, ils l'ont uniquement paraphé. De toutes les façons, un accord de paix a toujours une valeur en ce sens qu'il engage les signataires. La question, c'est valable pour le Mali, c'est valable pour d'autres pays, ces accords de paix que l'on signe sont toutes les parties en présence. Dès lors qu'on a l'une des factions armées qui ne signe pas un accord de paix, je l'ai déjà dit sur ce plateau, ces factions ont tendance à prendre le maquis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et la question, comme il l'a dit, c'est la question du désarmement. L'une des missions régaliennes d'un État est d'assurer la défense du territoire. Aujourd'hui, le Mali se trouve dans une sorte de partition du pays avec des milices qui gèrent chacun une portion du territoire. Donc il faut que l'État retrouve ses missions régaliennes de défense du territoire, qu'on mette en place un processus de démobilisation et de désarmement des milices et des forces en présence pour assainir le territoire. La question de l'Azawad ou de l'autonomie qui est demandée, on peut imaginer une sorte d'autonomie politique de certaines régions du Mali qui fasse en sorte qu'il y ait un État central qui gère un certain nombre de missions et sous la forme de déconcentration, de décentralisation, on délègue un certain nombre de missions à certaines régions avec un minimum d'autonomie. On peut toujours trouver un consensus, mais il n'y a pas de consensus lorsqu'on a des factions qui sont armées. Alors, Daouda Maïs et vous avez bien rappelé l'importance du désarmement. Alors avant, on avait des groupes armés qui étaient défavorables au pouvoir malien, mais maintenant on a le Gassia, des groupes armés pro-gouvernementaux. Exactement, parce qu'à un moment donné, c'est des populations qui s'organisent aussi pour leur autodéfense finalement, puisqu'on sait très bien que l'armée malienne n'a pas été présente sur tout son territoire. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on peut reprocher à l'armée malienne, à l'époque même du président Amadou Toumani Touré. Maintenant, aujourd'hui, si les populations se sentent agressées par des groupes armés qui viennent chez eux, qui fait des victimes, c'est normal que ces populations s'organisent. Hein. Ça, c'est un phénomène tout à fait naturel. Elles sont légitimes ? À mon avis, non, elles ne sont pas légitimes. Je ne peux pas dire qu'elles sont légitimes parce que le seul pouvoir légitime, c'est le pouvoir officiel malien. Maintenant, d'un point de vue moral, on va dire, elles peuvent... Que vous les comprenez. Voilà, exactement. Maintenant, il faut donner des réponses à tout ça. La condamnation à mort par la Cour pénale du Caire de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi a soulevé une vive polémique. En Égypte, les populations sont divisées quant à l'équité de la sentence prononcée contre le président destitué, mais aussi contre les membres des frères musulmans. On fait le point avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. En Égypte, la condamnation à mort de l'ancien président Mohamed Morsi a soulevé une vive polémique. En cause, la loi égyptienne prévoit une peine maximale d'1 an pour les cas d'évasion de prison. Le verdict est jugé inéquitable par les partisans des frères musulmans. L'évasion de prison est un crime qui entraîne une peine plus légère. Nous avons eu 23 740 prisonniers qui avaient fui les prisons en 2011. La peine maximale qu'ils ont obtenue était de 6 mois de prison parce que la loi stipule que la sanction de ce crime est d'1 an ou plus. Depuis l'annonce de la sentence, 3 tribunaux ont été attaqués dans le pays. Des magistrats ont été assassinés au nord du Sinaï. Le président Morsi attend un autre jugement pour espionnage de l'État égyptien. Je ne m'attendais pas à la peine de mort pour le cas d'évasion de prison. En aucune façon. Il a encore une autre affaire d'espionnage avec le Qatar. C'est un grand procès et pour cela je pense qu'il va écoper de la peine de mort. Lui et son groupe ne méritaient pas de mourir. La décision finale du juge dans cette affaire est attendue le 2 juin. Les condamnations doivent recueillir l'avis du Moufti d'Égypte avant d'être confirmées ou infirmées par la Cour pénale du Caire. Maïs, donc peine de mort pour le président destitué Mohamed Morsi. Comment avez-vous réagi après l'annonce de ce verdict? Je crois que la justice égyptienne montre un triste visage. Le président Morsi était président de la République, démocratiquement élu. Aujourd'hui, le procès qui est en train de se passer donne l'impression qu'on veut se débarrasser d'un adversaire politique. C'est inadmissible. On a l'impression qu'on est en train d'assister à une justice des vainqueurs.
Et ce n'est pas pour apaiser la situation, parce que lorsqu'on a atteint ce niveau politique, on a des militants derrière. Qu'on le veuille ou non, en Égypte, les frères musulmans ont des gens qui les soutiennent. Et lorsqu'on prend des décisions comme ça a été dit dans le reportage. Apparemment, au niveau de la loi, on ne pourrait pas, en ce qui concerne une évasion de prison, la peine maximale est de 1 an en Égypte. Voici un chef d'État, anciennement un exercice, qui a été enlevé par un coup d'État, il faut le dire, et qu'on décide au cours d'un procès de condamner à mort. On peut ne pas être d'accord avec ces idées, mais la façon dont les choses se déroulent laisse quand même interrogateur. Et c'est l'occasion de dire que l'Égypte a démontré un certain nombre, depuis ces dernières années, avec la révolution arabe, un certain nombre d'instabilités. Et pour ramener la stabilité, il faut ramener la sécurité, il faut ramener la confiance au sein des populations. Ça nécessite, si le président égyptien Morsi, l'ancien président doit être jugé, qu'on le juge, mais qu'il ait tous les moyens de sa défense. Et qu'on ne fasse pas une sorte de parodie de procès où on l'exhibe comme on est en train de le voir aux différentes chaînes de télévision, et qu'on lui donne tous les droits de sa défense. Et si, à terme, on estime qu'il doit être condamné pour un fait ou un autre, on le condamne dans les règles de l'art. S'il doit être acquitté, qu'on l'acquitte. Alors Daouda, des procès de masse, des procès expéditifs, pour rappeler quand même quelques chiffres, dans les mois qui ont suivi la destitution de Mohamed Morsi, plus de 1400 manifestants, majorité des partisans des frères musulmans, ont été tués et 15 000 ont été emprisonnés. Des centaines ont d'ailleurs été condamnés à mort. Quelques-uns ont été pendus il y a quelques jours. Le président El-Sisi respecte-t-il le droit international? Je ne crois pas, effectivement, puisque c'est des chiffres quand même qui sont impressionnants. 15 000 personnes condamnées, comme vous venez de le dire, Amira, 1500 victimes, c'est beaucoup pour un pays qui a besoin de se reconstruire. Et ça, il faut le signaler. Donc je pense que la machine judiciaire semble être en branle contre les frères musulmans. Et ça, c'est quand même dangereux dans le futur, puisque, effectivement, comme on le rappelle souvent, c'est quand même un ancien président donc, qui a des partisans qui le soutiennent encore aujourd'hui. Donc moi, je pense que, et d'ailleurs, toute la communauté internationale a décrié cela, même les États-Unis qui apportent de l'aide depuis tout le temps à l'Égypte ne semblent pas être d'accord. Donc voilà, c'est très compliqué et il faudra revenir quand même à des procès plus équitables que ça. Joël, peut-être une analyse juridique de ce procès, de ce qui vient de se passer en Égypte? Justement, la sanction qui a été retenue, la décision de peine de mort a effectivement étonné plus d'un. D'une part, les différents observateurs extérieurs, comme les États-Unis, qui ont fait part de leurs profondes préoccupations, mais également la Turquie, qui a considéré que l'Égypte revenait à l'Égypte antique. Mais effectivement, il y a deux choses qui peuvent étonner. C'est d'une part le déroulement du procès à proprement parler, et ensuite, dans un second temps, la décision qui a été effectivement rendue. Donc, tout au long de la procédure qui a permis d'arriver à ce procès, un certain nombre d'éléments ont été mis en avant, notamment par les avocats de Mohamed Morsi, en indiquant notamment qu'il y avait de grosses problématiques de preuves et des problématiques de procès équitable. On peut se demander s'il a effectivement pu bénéficier d'un procès équitable et si en face de lui, il avait des magistrats qu'on aurait pu considérer comme étant impartiaux, d'autant que le système judiciaire égyptien se livre malheureusement à une guerre totale, c'est le mot qui était employé à l'égard des frères musulmans. Alors, Daouda, très rapidement, je voudrais revenir justement sur le double jeu que joue un peu la communauté internationale quand même. Parce qu'on dénonce, mais pas trop quand même, parce que le chef d'État, El-Sisi, n'a toujours pas été désavoué par ses pairs. Oui, on dénonce, mais pas trop, parce que c'est très délicat toujours dans ce type de situation. Il y a la souveraineté nationale que les partenaires veulent quand même, en tout cas, respecter quelque part. Et puis, on sait très bien aussi que la communauté internationale ne veut pas froisser l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est une position centrale dans les questions géopolitiques, notamment, qui concernent le terrorisme aujourd'hui, si on veut faire une lecture géopolitique là-dessus. Donc, froisser l'Égypte, ce serait se le mettre à dos par rapport à la lutte
contre le terrorisme qui quand même guette aussi les pays occidentaux. Donc ça veut dire quoi, que la communauté internationale dans le fond est contente de cette répression? Je ne pense pas qu'elle soit contente parce que cette répression peut se retourner contre le peuple égyptien à terme également et contre aussi tous les soutiens de l'Égypte. Donc je ne crois pas qu'elle soit contente, mais à mon avis, elle ne peut pas s'ingérer de façon explicite, plus explicite qu'elle ne le fait. Elle l'a déjà fait dans d'autres cas. Hein. Oui, mais c'est encore plus délicat. Vous savez, l'Égypte, avec notamment le canal de Suez, c'est un enjeu quand même stratégique. L'Égypte pèse lourd dans la région, donc il n'y a qu'à souhaiter que l'état de droit revienne de façon normale. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.